Le 24 septembre 2022, c'est une date à mettre dans les archives de l'histoire africaine. Le colonel Abdoulaye Maïga s'en prend à la France et à quelques chefs d'État africains. Le Premier ministre malien par intérim à la tribune de l'ONU a qualifié la France de junte, non sans critiquer d'autres chefs d'État africains, notamment les présidents du Niger et de la Côte d'Ivoire et le secrétaire général de l'ONU. Une sortie qui continue d'ailleurs d'alimenter la presse nationale et internationale, d'où la thématique de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La tribune de l'ONU secouée par Abdoulaye Maïga, c'est donc l'axe principal du débrief de l'actualité de ce jour. Vous pouvez suivre Canal 2 International sur nos différentes pages, Canal 2 International sur Facebook, YouTube, pourquoi pas TikTok, puisque nous sommes à l'ère du numérique. Le panel est bien constitué pour évoquer cette thématique de ce jour. Je commence par un homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça faisait longtemps, on ne l'avait pas vu sur ce plateau. Jean-François Yenga, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et merci de m'accueillir ici une fois de plus aujourd'hui. Et je salue déjà le grand mouvement qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui tient les rênes du pouvoir au Cameroun depuis beaucoup plus d'années et qui conduit en bien le pays. Merci Je salue beaucoup. aussi au fond les militaires qui sont déployés pour que la paix continue de régner dans notre pays. D'accord. Lui, il est docteur en droit, spécialiste de l'histoire, du droit et des institutions. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous recevons le docteur Philémon Moubeke Aboussi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Lille. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Ça va, merci. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir. Ça faisait longtemps. Disons que le plaisir est partagé et c'est toujours avec, avec honneur que je participe à ces échanges. Et j'espère qu'on pourra s'enrichir mutuellement. D'accord. Et lui également, il nous vient de l'université de Douala, chargé de cours au département de sciences politiques dans ce temple du savoir. Docteur Abel Hubert Bakwarak. Bonsoir, merci. Également spécialisé les questions de défense. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lille et merci de m'accueillir une fois de plus sur ce plateau du débrief de l'actu sur Canal 2 International. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me livre à cet exercice. Je voudrais dire bonsoir à Jean-François, bonsoir à Philémon, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là. On aura tout à l'heure, il est annoncé d'ailleurs dans les couloirs, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Serge Youmbi. On aura l'occasion de lui dire bonsoir tout à l'heure. Le temps pour moi d'évoquer avec vous, Philémon, le Premier ministre malien. Les premiers ministres d'ailleurs maliens et guinéens étaient donc à la tribune de cette Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez suivi ce discours. Première appréciation. Disons que on note que le Premier ministre malien a parlé avec beaucoup de courage. Et contrairement à ce que vous avez dit, moi je ne dirais pas qu'il s'en prend à la France ou alors au président ivoirien ou nigérien. Je dirais que le président, le Premier ministre malien a nommément indiqué à qui il s'adresse. Il s'adresse aux forces obscurantistes et destructrices du monde. Que la France, le président ivoirien, le président nigérien ou alors le président de la CEDEAO se retrouvent dans ces forces-là, ça c'est un autre débat. Mais il ne s'en prend pas à la France, il ne s'en prend pas au président ivoirien, il ne s'en prend pas au président du Niger, il s'en prend aux forces destructrices et obscurantistes qui s'attaquent au Mali, à l'Afrique et au monde. En gros, ce sera mon premier commentaire. Alors,
Abel, est-ce que vous avez suivi également ce discours de cette façon-là? Est-ce que vous avez compris que ce n'était pas un message adressé à la France? Pourtant, la France est nommément citée. Les présidents ivoiriens, nigériens sont nommément cités. Le secrétaire général de l'ONU. Comment est-ce que vous pouvez analyser cette première sortie? Eh bien, j'ai suivi cette adresse avec beaucoup d'intérêt. Et je voudrais dire d'entrée de jeu que j'y ai vu la manifestation d'un certain repositionnement sur la scène internationale. Repositionnement, la manifestation d'une prise de position du Mali vis-à-vis de ceux qui sont ses interlocuteurs sur la scène internationale. Au-delà du discours, au-delà de la forme, de la force de toutes les expressions qui ont été utilisées, je voudrais quand même voir une espèce de changement. On ne dira pas une révolution, mais je pense quand même qu'il y a eu une évolution, notamment dans le rapport de force qui lie le Mali à la France, à l'Organisation des Nations Unies, à certains pays voisins et frères. Donc je pense qu'il y a là l'opportunité pour le Premier ministre, le colonel Abdoulaye Maïga, de se poser en s'opposant et de circonscrire, sinon de définir déjà la position qu'il souhaite être, celle du Mali sur l'échiquier international. D'accord. Alors, Jean-François, on parle d'un discours virulent. Vous l'avez pris comme ça? Oui, vous savez, il est de coutume dans la tribune des Nations Unies que lors d'une assemblée générale, on passe la parole à plusieurs chefs d'État. C'est dans cette logique qu'on a bel et bien passé la parole au Premier ministre par intérim du Mali. Et nous avons appréhendé cela comme tout bon Camerounais. Vous savez, les sacro-saints principes, je dirais, dans les relations internationales, en particulier dans la conception du Cameroun, il y a le respect de la souveraineté de chaque État. Il y a entre autres la résolution pacifique des conflits et pour finir la non-ingérence dans les problèmes politiques des autres États. Donc nous ne pouvons que saluer et prendre ça comme cela se doit, tout en rappelant que ce discours arrive dans le contexte où les militaires gèrent le pouvoir au Mali, ce qui est contradictoire au Cameroun, où les militaires sont en train de restaurer la paix et la sérénité dans le pays. On va vous dire exactement la même chose au Mali, oui, qui sont là pour la paix, le temps d'attendre une transition. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un principe de non-ingérence, parce que quand il y a le bruit dans la maison du voisin, vous ne pouvez que observer, vous ne pouvez pas maîtriser le voisin plus que vous-même. Donc il y a donc ces sacro-saints principes qui nous poussent à ne pas nous ingérer en tant qu'hommes politiques. Maintenant, en tant que panafricaniste, je voudrais dire que ce discours nous amène à comprendre que l'Afrique, à un moment donné, pourra prendre son destin en main. Que l'Afrique pourra faire comprendre aux autres. Et vous l'avez si bien constaté, même dans les dires du président Paul Biya, où il a toujours réitéré. D'aucuns pensent que le président Paul Biya ne peut pas tenir un tel discours. Le président Paul Biya a toujours été libre. Il a toujours dit, je vais citer ici certains de ses propos, ne met pas l'homme au pouvoir qui veut, mais qui peut, devant les grandes puissances du monde. Il a encore réitéré en disant, ce sont les années et les Camerounais qui vont me dire si je rentre au village. C'est dire que, quand j'ai cité ces deux phrases, je voudrais dire que les Africains, et ce discours en tant que panafricaniste, vient nous faire comprendre que l'Africain pourra prendre son destin en main et pourra dire ce qu'il veut à qui il veut. D'accord. Serge Youmbi, homme politique, bonsoir. Merci de nous retrouver sur le plateau. Bonsoir madame, bonsoir à tous les co-discutants, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je m'excuse déjà du retard, ce n'était pas de ma volonté. Il y a des bouchons dans la ville de Douala, on l'a très bien compris. Alors je vous prends à chaud directement. Vous avez suivi ce discours samedi. Ça va dans votre sillage, parce qu'on a vu beaucoup de militants de votre parti acclamer ce discours à la tribune de l'ONU. J'ai suivi le discours du colonel Maïga avec beaucoup d'appétit et beaucoup d'espoir. Dans la mesure où, si vous regardez l'histoire politique à travers le monde, vous vous rendez compte que le plus souvent, lorsque ce sont les militaires, parfois,
quand le pays est dans une situation critique, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils ont un fort caractère. Et d'autant plus que, si vous regardez les images du retour du colonel Maïga au Mali, il est entré au Mali en prince. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali est en train de donner un ton. Le Mali est en train d'interpeller la France, de revoir sa copie. Parce que il faut qu'on comprenne une chose. La concurrence entre les grandes puissances aujourd'hui en Afrique met en difficulté la France. Parce que chaque pays voudrait s'allier à la puissance qui peut beaucoup plus protéger ses intérêts ou bien lui donner un peu de liberté. Bon, malheureusement, il y en a qui interprètent le discours de Maïga un peu comme un discours de défiance. Défiance par rapport à quoi? Il parle en tant que Premier ministre malien, donc il parle avec autorité. Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire, chaque génération a le choix, soit de trahir sa mission, soit de l'accomplir. Moi, je pense que le colonel Maïga est en train d'accomplir sa mission et c'est un signal qu'il est en train de donner aux Africains et aux Français. Et chacun recevoir le signal en fonction du bord où il se trouve. D'accord. Alors, Philémon, est-ce qu'on s'attendait à ce type de discours? Parce qu'on a parlé des fondamentaux du langage diplomatique, mais ce n'était pas le cas. Ce jour-là, il y avait un cocktail molotov de verbes, des mots en dessous de la ceinture. Ça allait vraiment, ça tirait vraiment tout droit sur ces chefs d'État africains et sur le secrétaire général de l'ONU, ainsi que cette France, même si vous refusez de voir que le message, une partie du message est adressée à la France. Oui, en fait, je ne refuse pas de voir qu'une partie du message est adressée à la France. Mais je dis qu'il a identifié l'ennemi. L'ennemi, c'est les forces obscurantistes. Et ça vient d'où? C'est la France. Et destructrice du monde. Si la France se reconnaît dans cette catégorie-là, alors le discours s'adresse à la France. Et moi, je vais même plus loin. Dans ce discours, monsieur le Premier ministre du Mali est en train de parachever l'indépendance du Mali. C'est-à-dire, c'est à travers les coups ce qu'on appelle le coup d'État. On dit qu'ils ont commis un double coup d'État. Ils sont arrivés au pouvoir et ils s'accrochent, ils ne veulent pas rendre le pouvoir aux civils. Mais est-ce qu'on va partir du principe que les civils sont les mieux placés à exercer le pouvoir? Si on regarde la trajectoire de l'État du Mali, pratiquement depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, et où les civils ont conduit l'État, n'est-ce pas? Est-ce que rendre le pouvoir aux civils, c'est vraiment une question de principe? Moi, je pense que la vraie problématique est ailleurs. Vous devez savoir que lorsque les pays africains ont accédé à l'indépendance, dans les années 60, ils ont eu une indépendance limitée, une indépendance contrôlée, une indépendance en réalité qui n'est indépendance que de nous. Ceux qui se sont battus pour avoir ces indépendances ont fait leur part de travail. C'est à notre génération, c'est-à-dire la jeune génération-là, de prendre ses responsabilités pour que les Africains vivent comme les autres peuples, qu'ils décident de leur destin, qu'ils décident de qui doit diriger leur pays et qu'il n'y ait plus d'injonction à recevoir de qui que ce soit. Et quand vous allez regarder l'état du continent actuellement, vous allez voir que ce n'est pas seulement le Mali qui est déstabilisé. On peut même partir, si on coupe de manière plus récente, on parle de la déstabilisation de la Libye. N'est-ce pas? La déstabilisation de la Libye, pourquoi? Parce que le président Kadhafi avait pensé à l'indépendance réelle du continent à travers l'outil monétaire. Les États-Unis d'Afrique, la Banque centrale africaine qui devait avoir pour siège le Nigeria, le Fonds monétaire africain qui devait être au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé la tête de Kadhafi, n'est-ce pas? Mais il fallait aussi punir le Nigeria et le Cameroun. On a activé le pilier Boko Haram. Et comme le pilier Boko Haram n'a pas très bien marché avec le Cameroun, on a activé le relance sécessionniste anglophone. C'est pour ça que vous allez constater que les leaders de ces mouvements sont où? En Occident. N'est-ce pas? Ça veut donc dire ceci. La déstabilisation de l'Afrique n'a pas commencé avec le Mali. Je ne suis pas en train de dire que l'État du Cameroun n'aurait pas pu éviter ces crises, peut-être que n'aurait pas eu, n'a pas sa part de responsabilité. Mais je dis que la plupart des guerres que nous vivons en Afrique, comme au Cameroun, sont des guerres par procuration, des guerres qui nous sont imposées. D'accord. Ce qui se passe au Mali n'est pas détaché de ce qui se passe au Cameroun, n'est pas détaché de ce qui se passe au Congo, n'est pas détaché de ce qui se passe au Mozambique. Il s'agit
de la reconquête du continent africain, mais à travers la théorie du chaos constructif. C'est-à-dire, on nous fait la guerre par personne interposée. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, donc, il faut avoir le courage de dire non, ça suffit. On a compris votre jeu. Et c'est ce qu'a fait le Premier ministre malien. Et ce discours même du Premier ministre malien n'est pas aussi inaugural qu'on puisse le penser. Je me rappelle du discours d'un autre militaire, Thomas Sankara, à la 39e session des Nations Unies, où il avait fait la même chose. Il était parti de la distinction entre les pays développés et les pays sous-développés, le tiers-monde. D'accord. Et il avait rappelé que les pays dits développés vivaient du brigandage et de l'exploitation, de la déstabilisation des pays faibles. C'est bien compris. Alors, Abel Hubert, il y a quand même que ces deux pays, notamment le Mali, la Guinée, ces deux discours qui ont quand même retenu l'attention au niveau de l'ONU sont sous la menace de la CEDEAO. On peut comprendre ce type de message porté à l'échelle internationale. Il faut retenir que en matière de politique étrangère, il y a plusieurs ressources qui sont à la disposition de ceux qui sont censés faire, construire, mettre en exécution la politique étrangère. L'une de ces ressources, justement, c'est le discours. Le discours n'est pas seulement la manifestation d'une gesticulation labiale, mais à travers le discours, il y a la transmission d'un sens. Il y a des effets d'annonce, et c'est pour cela que, en matière de diplomatie, on porte une très grande attention au discours, parce que la politique langage étrangère, particulier de la diplomatie. La politique étrangère commence à prendre forme à partir du discours. L'analyse de la politique étrangère ne peut pas passer sous silence l'analyse du discours en termes de politique étrangère. Donc, le discours est une ressource qui est à la disposition des acteurs sur la scène internationale, parce qu'à travers le discours, les uns se posent, les autres s'opposent à d'autres acteurs, mais dans tous les cas, grâce ou à travers le discours, on arrive à prendre position, on arrive soit à affirmer, à légitimer sa conduite sur la scène internationale, ou alors à décrédibiliser la conduite de d'autres acteurs sur la scène internationale, ainsi qu'on a pu le voir. Donc, ce que moi je pense, ce qu'il faut retenir, c'est déjà que le discours sur la scène internationale n'est pas un épiphénomène. Le discours n'est pas un épiphénomène. Mais on n'a pas encore vu un Premier ministre avec un tel langage, avec l'emploi des mots pareils, en indexant directement un président. Vous n'êtes même pas originaire de cette partie du pays-là. On va revenir avec vous. Oui, je pense que utiliser un tel ton rentre dans une rationalité et ça rentre dans une logique. Vous savez, Clausewitz dit que la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais je pense que si on inverse la réflexion, cela veut dire que la politique, elle aussi, n'est rien d'autre qu'une forme alternative de guerre. D'accord ? Et là, nous sommes vraiment dans une interaction qui est purement politique, qui est, je voudrais dire, un peu plus stratégique, parce qu'à travers ce discours, le colonel Abdoulaye Maïga voudrait affirmer quelque chose. Il voudrait nous faire comprendre, et je voudrais le répéter, il voudrait nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé dans la répartition des rôles sur la scène internationale, sur l'échiquier international. Il y a quelque chose qui a changé. Nous ne nous arrêtons pas aux mots ou alors à la dureté des mots, mais tenez compte du fait qu'il s'adresse quand même à une puissance. Et on a vu dans l'histoire des relations internationales, Philémon nous le rappelait, ce qui s'est passé chaque fois qu'on a un acteur qui n'est pas une puissance, qui s'adresse avec une certaine outrecuidance à une puissance. On se rappelle du discours de Patrice Emery Lumumba à l'adresse du roi Baudouin, le roi des Belges. Nous savons tous comment ça s'est terminé. Donc, mais on peut mettre cela, comme il le disait, comme Philémon le disait, on peut mettre cela sous l'euphorie des indépendances nouvellement acquises. Bon, maintenant que cela se reproduise aujourd'hui, en 2022, on va quand même penser qu'il ne le fait pas sans avoir assuré ses arrières. Si Patrice Emery Lumumba n'avait pas assuré ses arrières, nous pensons que
Abdoulaye Maïga, lui, n'a pas utilisé ce ton, ne s'est pas permis d'avoir cette liberté de ton sans avoir quelque part assuré ses arrières. Donc je pense que il s'est assuré le soutien indéfectible d'un allié de recours que nous connaissons tous. Nous n'avons plus besoin de le citer. Et je pense que c'est donc conforté par ce soutien-là qu'il se permet de prendre une telle position et d'avoir une telle liberté de ton. Mais la chose ne s'arrête pas là. Sortons du cadre seulement africain et interrogeons un peu la conjoncture internationale. Ce qui se passe en Ukraine. Et là, maintenant, vous comprendrez que si certains pays se sont servis de l'Ukraine pour exercer une certaine pression sur la Russie, il est bien possible que la Russie, elle aussi, elle se serve du Mali pour exercer une certaine pression sur ces pays qui ont exercé de la pression sur la France. Est-ce que vous comprenez? Oui, justement, vous faites bien d'évoquer cette relation sur la scène internationale. Il y a justement que le Mali a affirmé désormais être soutenu par un allié stratégique qui est la Russie. Et on a vu la semaine dernière, justement, les Maliens sortir en masse pour dire non à la MINUSMA. Donc ça arrive dans un contexte tout à fait particulier. C'est-à-dire vendredi, vous avez des manifestations au Mali. Samedi, vous avez le Premier ministre qui tient ce genre de discours. C'est juste la continuité. En effet, c'est juste la continuité. Et lorsque vous voyez les images du retour du colonel Maïga, vous avez le drapeau de la Russie à côté de lui. C'est un symbole, c'est un signal qu'on envoie à la France pour dire attention, nous avons un nouveau maître. Bon, maintenant, il faut que les téléspectateurs comprennent que ce qui se passe au Mali, c'est la conséquence de la guerre que la France a menée en Libye. Pourquoi j'ai l'habitude de dire la politique française, africaine, regorge en elle-même ses propres gènes de destruction. Parce que la France a attaqué la Libye et les conséquences d'attaque de la Libye, qu'est-ce que ça a causé au Mali? Ça a fait à ce que les djihadistes ont envahi le Mali. Vous savez ce qui s'est passé avec les soldats qui tombaient de part et d'autre. Ça a suscité ce qu'on appelle le coup d'État. Parce que s'il n'y avait pas de la guerre au Mali, les militaires ne devaient pas s'engager à prendre les armes. Une fois qu'ils ont pris les armes, alors ils savent pertinemment que, puisque lorsque vous suivez le discours du colonel, ils disent à qui veut l'entendre qu'ils ont des preuves que c'est la France qui soutenait la rébellion. Donc, vous comprenez tout de suite que la France est victime de ses propres turpitudes. Puisque si la Libye n'était pas tombée, je ne pense pas qu'actuellement le Mali serait, on aura la tête du Mali, le colonel on l'appelle comment? Assimi Goïta. Non, Assimi Goïta. C'est la conséquence de la déstabilisation de la Libye. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour demander également aux Africains de comprendre une chose. Lorsque vous avez, pour ceux qui ont vécu la guerre froide, le monde était polarisé en deux parties. C'est vrai que nous avons choisi les non-alignés. Mais si vous constatez bien, vous allez constater que les pays qui avaient choisi les non-alignés sont les pays les plus frustrés du monde. Tout le monde peut les attaquer sans que personne ne lève un plus petit doigt. Mais les pays qui avaient pris position, ce sont des pays protégés par ces puissances-là. Et regardez également en Centrafrique, vous avez constaté que si la Russie n'était pas auprès du président centrafricain, je ne pense pas qu'il serait encore au pouvoir. Et c'est un signal, comme je dis une fois de plus aux Africains, il est question que la nouvelle forme, la nouvelle polarisation du monde nous renvoie dans un miroir de réflexion où on doit choisir de s'affranchir définitivement ou bien de rester esclave. Parce que dans la vie politique, il y a des moments où on peut s'affranchir, il y a des moments où on ne doit plus rester esclave. Tout à fait. Et justement, parlant de l'histoire du Mali avec cette France-là, ça faisait pratiquement 10 ans que la MINUSMA était sur le terrain et le président de la transition a trouvé que c'était trop, il n'y avait pas de résultat, d'où l'appel au départ de cette force onusienne et de faire confiance à d'autres partenaires. C'est qui ouvre quand même sur le plan international beaucoup de convoitises et beaucoup d'intérêts également. En effet, vous savez, étant donné que ce sont les militaires qui sont au pouvoir au Mali, ils savent ce que c'est que la guerre. Ce n'est pas le civil. Et ils savent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour mener une guerre sur une longue période. Raison pour laquelle, lorsqu'on demande au MINUSMA de partir, c'est justement parce qu'ils ont l'impression
que le résultat n'est pas au rendez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont l'impression que le résultat n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, même, si vous lisez la réaction du Niger, parce que tout à l'heure, mon compagnon a parlé du discours, le Niger n'a pas tardé à réagir. Le Niger a déjà rappelé, le ministre des Affaires extérieures du Niger, Youssouf, a rappelé son ambassadeur au Mali. Et comme le pétrole malien transite par le Niger, ils ont dit que seul le pétrole de la MINUSMA pouvait passer par le Niger, plus de pétrole qui va au gouvernement malien. Donc, ça, ce sont des conséquences du discours de... D'accord. Alors, Jean-François, ça repositionne les cartes sur la scène, on l'a dit, africaine, mais internationale. Mais ce que je voudrais qu'on revienne dessus, c'est qu'il y a quand même, dans le ton du Premier ministre malien, la colère. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est déjà sous la menace du terrorisme, des conflits communautaires, de la criminalité, des actions violentes d'individus. Il y a de quoi se dire vraiment c'est trop. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main, quitte à ce que ça vous plaise ou non. Je crois que le discours du Premier ministre malien s'assimile à cette mère poule qui pleure lorsque l'épervier est ramassé son poussin. C'est pour dire que les discours ne sont que des mots, vous comprenez. Vous avez suivi tout à l'heure, mon copanéliste rappelait déjà les mesures urgentes qui sont mises sur pied, à savoir le Niger qui a coupé le pétrole qui devait entrer au Mali. Et ces mesures ne vont pas s'arrêter jusque-là. Je crois que depuis 1968, le Mali a connu 5 coups d'État. Je crois que dans la classification, je parle sous le contrôle des historiens qui sont là, nous pouvons classer le Mali actuellement sous l'ordre d'un État voyou. Non, je vais vous dire quoi. Non, attendez, c'est un terme utilisé en histoire. On sait bien, c'est bien défini. Les termes sont bien définis en histoire. C'est pas qu'on insulte qui sont voyous. C'est un terme qu'on utilise en histoire pour qualifier les États qui ne sied pas à l'ordre national et international. Parce que vous savez, la démocratie voudrait que le peuple prenne le pouvoir. La démocratie est d'ailleurs définie par Abraham Lincoln comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, au Mali, actuellement, le peuple n'est pas détenteur du pouvoir. Ne regardez pas ce que vous voyez à la télé. Il y a le peuple malien qui souffre. Vous savez ce qu'on appelle un militaire qui détient le pouvoir. Le militaire reste le militaire. Le sentiment que vous avez... on a vu dans les images... Mais on a vu, Jean-François, on a vu des images ici où la population est sortie massivement et dire nous sommes derrière ces militaires-ci, nous voulons... Vous avez aussi vu les images au Cameroun où des opposants partent faire des meetings en Okoti, on filme et on vous fait comprendre que tout le peuple est derrière ces militants et les militants perdent par après. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que vous voyez là comme image, les images sont parfois manipulées. Vous comprenez? Attendez, la réalité est tout autre chose. Je vous dis, l'appétit du pouvoir peut pousser certaines personnes à aller au-delà de leurs aspirations et du bonheur du peuple. Ce que nous... moi, je suis militant du RDPC. Ce que nous voulons, c'est que le peuple s'exprime. Vous comprenez? Je suis tout de même d'accord avec le Premier ministre malien qui se place aux Nations Unies, il avance ce qu'il a avancé. Mais je vous dis, ça, ce ne sont que des mots. Nous voulons des mesures. C'est-à-dire que nous voulons que le Mali prenne des mesures qui commencent d'abord par remettre le pouvoir au peuple et que les militaires se rangent dans le cadre du pouvoir judiciaire, qu'ils accompagnent maintenant le pouvoir politique à ce que le Mali puisse maintenant retrouver l'indépendance. Parce qu'actuellement, l'indépendance est détenue par les militaires. Le peuple n'est pas indépendant. Le peuple se retrouve entre le marteau et l'enclume. Le marteau étant l'Occident et l'enclume étant les militaires. Vous parlez justement, je vais vous relancer. L'indépendance. Je vais venir vers vous, il n'y a pas de souci. Je vous dis, pour terminer, je voudrais que le colonel Maïga, que d'aller parler aux Nations Unies, qui commence d'abord par remettre le pouvoir au peuple et que les militaires
occupent leur place, qu'ils assurent une bonne transition démocratique. Et maintenant, après cela, donc, que les militaires se placent donc derrière leur président et disent au président, nous sommes capables de t'accompagner dans toutes tes décisions. Vous comprenez, non? Parce que l'appétit du pouvoir amène un petit Non, François, c'est compris. Okay. Alors, Philémon, il y a que, justement, pour avancer dans le débat, parlant de propositions après ce tollé-là au niveau de l'ONU, il y a quand même que le Mali est dans un processus de transition et compte laisser le pouvoir aux civils d'ici le 26 mars 2024. Ça a été dit et ça a été même salué d'ailleurs par la CEDEAO, qui c'est un souhait voulu depuis. Oui. J'aimerais d'abord préciser, parce qu'il ne faut pas qu'on crée de l'amalgame sur ce plateau. Ce n'est pas l'élection qui fait la démocratie. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Ce n'est pas non plus le multipartisme qui crée la démocratie. Si l'élection crée la démocratie, c'est que l'Union soviétique... Non, s'il vous plaît, quand vous avez parlé... Laissez-moi citer. C'est que l'Union soviétique devait être une démocratie. Il y avait les élections, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est l'élection qui fait la démocratie? Ce qui fait la démocratie, c'est l'identité de l'objet et du sujet. Je vais vous dire donc que si le peuple se reconnaît dans la chefferie, vous avez beau être député, si le peuple ne reconnaît pas votre pouvoir, vous n'êtes pas démocratique. Parce que ce n'est pas l'élection qui fait la démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Si le peuple se reconnaît dans la chefferie, reconnaît que la chefferie me représente, moi, le peuple, alors la chefferie est démocratique. Il faut que ce soit clair. Maintenant, l'Occident utilise la démocratie comme tous les, comme les oripeaux, quoi. C'est une passade qu'ils mettent comme ça, qui les permet de coopter dans les sociétés africaines les gens qui sont favorables à l'Occident et de les mettre à la tête de nos États pour qu'ils continuent à nous régenter comme ils veulent. C'est ça l'enjeu démocratique en Afrique. L'Occident elle-même ne croit pas à la démocratie. Contrairement à ce qui est même parfois enseigné. La démocratie en Occident est arrivée par effraction. Parce que si on retourne dans l'histoire même de la démocratie, à partir des années 1850, n'est-ce pas? Et du moins à partir de la fin du 19e siècle, c'est avec le président John Adams, n'est-ce pas, que les élites en Occident commencent à se revendiquer d'être démocrates. Avant, on considérait la démocratie comme le populisme, dont la démocratie a été pendant longtemps à l'Occident un repoussoir. Donc on disait, il y a d'ailleurs cette citation de John Adams qui dit « Je peux comprendre qu'on soit démocrate à 20 ans, je ne peux pas comprendre qu'à 40 ans on soit démocrate. » Ça veut dire que quoi? La démocratie était synonyme de populisme. Ce n'est qu'après, lorsqu'ils ont compris que, lorsque l'oligarchie, puisqu'en réalité c'est l'oligarchie qui nous dirige, nous sommes dans une sorte d'oligarchie élective. Il faut donc récupérer ce pouvoir qui est populaire, qui est populiste et se revendiquer. On a donc créé, par exemple aux États-Unis, le Parti démocrate. Maintenant, l'Occident prend donc cette démocratie, qui est une démocratie de façade, mais qui permet d'entrer dans nos sociétés, de coopter qui doit diriger les États africains. Ça, c'est sur la démocratie. Sur les raisons du discours du colonel. Il faut dire qu'il n'est pas né colonel. Le colonel a été soldat de rang. Le colonel a été, lieutenant. Par exemple, il a fait le cursus normal. Bien sûr, lorsque les Français sont intervenus, la plupart de ceux qui sont colonels aujourd'hui étaient des lieutenants. Ils ont été sur le terrain. Ils ont vu leurs hommes mourir sur le terrain. Nous n'avons pas affaire à des philosophes. C'est les gens de terrain. Ils connaissent les réalités. Ils ont donc expérimenté cela. Et ils sont mieux placés pour parler du Mali que le président Macron, n'est-ce pas, qui va venir parler du Mali de manière dogmatique parce que c'est une ancienne colonie française. Vous comprenez un peu? Non seulement ça, il y a ce côté militaire, cette expérience qu'ils ont eue sur le terrain en combattant les djihadistes sur le terrain. Ils ont souffert dans leur chair, ils ont vu leurs camarades mourir à la guerre. Ils peuvent donc parler avec autorité. Il y a aussi ce côté historique. Le Mali n'est pas né hier. Le Mali est une grande nation. Avant même le Mali, puisque le Mali naît sur les cendres de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, c'est moins 300 avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe siècle. Lorsque l'empereur du Ghana va refuser de se convertir à l'islam, avec les croisés arabes, il sera destitué et sur les cendres du Ghana naîtra donc l'Empire du Mali. Donc, ça veut donc dire que, même d'un point de vue de la continuité historique, par rapport au Mali, la France est un enfant. Il faut qu'on comprenne.
Même si on entre dans le côté de la déclaration des droits, la constitution du Mali, c'est 1236, la constitution qui fonde l'Empire Mandé, la constitution de Kourougan Fouga. Donc, ça veut dire que même en matière de droits de l'homme, le Mali a dévancé la France. Mais au nom de quoi? De l'impératif colonial? Peut-être que la France va venir dire aux Maliens, faites ceci, ne faites pas cela. Parce que même d'un point de vue de la gouvernance des sociétés, d'un point de vue de la production des connaissances institutionnelles, le Mali a eu des universités avant la France. L'université de Tombouctou, avec des savants comme Ahmed Baba. Tout à fait. Et c'est lorsque les Arabes occupent le nord de l'Afrique, les Noirs convertis à l'islam, les Morts, c'est eux qui vont amener la tradition universitaire en Europe à travers la prise de Kunduz, au sud de la France et en Italie. Donc, c'est l'empire du Mali qui est en train de se réveiller. C'est le retour de l'indépendance des nations. On ne peut donc pas dire que ces gens ne sont pas légitimes. Moi, je ne sais pas sur quoi on se fonde. Puisqu'on est en Afrique, chacun réclame son indépendance. Pourquoi alors d'autres pays africains ne sont pas alliés au Mali, à la Guinée, pour qu'ensemble, ces États-là puissent arracher de façon complète leur indépendance et ne pas rester sous les jupons de la France et d'autres pays? Ben, je pense que il faut un peu recentrer le débat et il faut un peu le dépassionner. Nous sommes dans la sphère des relations internationales et la sphère des relations internationales est essentiellement interreliée. Il est difficile, pratiquement impossible, d'imaginer des circonstances dans lesquelles on aurait deux pays qui couperaient complètement tous les ponts. Même au plus fort de la guerre froide, on sait qu'entre le chef de l'État américain et le chef de la Russie, il y avait le fameux téléphone rouge. Donc, il y avait toujours la possibilité qu'il y ait une interaction, qu'il y ait une communication au plus fort de la guerre froide. Donc, entre le Mali et la France, je ne pense pas qu'il existe une guerre froide. Donc, je ne pense pas que il serait pertinent maintenant d'appeler de tous les vœux une rupture complète et froide, et complète et totale, qui n'arrangerait d'ailleurs personne, ni le Mali, ni la France. Il faut se le dire. Donc je pense que l'objectif de toute politique étrangère, c'est de transformer les conjonctures défavorables en conjonctures favorables, ou alors de maintenir celles des conjonctures qui sont favorables pour qu'elles deviennent davantage favorables, qu'elles se consolident dans leur situation favorable. Je pars donc de là pour dire que l'intervention du colonel Abdoulaye Maïga rentre dans cette logique. Il faut tout simplement essayer de repousser les lignes. Mais je ne pense pas que son objectif à terme soit qu'il y ait vraiment un divorce public et consommé entre le Mali et la France. Le Mali et la France restent des partenaires. Ils le seront toujours. Après cette petite bouillie, un peu comme ce qui s'est passé entre le Cameroun et la France. Tout à fait. On a un passé historique qu'il faut liquider, mais ça n'empêche que sur le plan de la diplomatie, du relationnel, que les accords puissent continuer à être signés. Donc je pense que c'est là, et je le disais, pour revenir au discours, je disais que le discours est une occurrence, une possibilité de l'interaction entre acteurs internationaux. Il y a d'autres occurrences, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres alternatives. Raymond Aron a identifié deux grandes figures. Il a parlé du soldat et du diplomate. Hein? Donc, l'une des deux figures peut prendre le devant et conduire l'interaction qui existe entre les États. Mais toujours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours une interaction. Il y aura toujours un lien entre les États. Justement, cela devrait donner le courage, Serge, à tout le peuple africain de pouvoir revoir leur façon de gérer leurs relations avec l'Occident, donner le courage à ces chefs d'État africains de dire le oui quand il faut dire oui, le non quand ils sont avoir peur de la réaction de l'autre ou alors du partenaire stratégique ou non stratégique d'en face. Oui, en effet, ça peut donner le courage, ça peut motiver certains pays à hausser le ton. Seulement, comme a dit mon copanéliste, il y a des réalités de la politique internationale. Si vous vous gargarisez à bomber le torse ou à hausser le ton, il faut vous rassurer que vous avez les moyens pour
assumer la revanche. Parce que lorsque vous voyez déjà le Niger commence à réprimer le Mali à travers l'embargo qui met sous son pétrole. Mais le Mali n'a pas signalé qu'ils ont un problème. Il a un problème quelque part. Non, je veux Quand dire vous regardez quoi? le discours, ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui est souverain et qui assume sa souveraineté. Il faut féliciter les personnes comme le colonel Maïga. Maintenant, il faut exhorter également les Africains. Parce que si vous voulez vous affranchir de quelqu'un, il faut avoir la politique de vos moyens. Et je suis... Là, c'est vraiment fondamental. La politique de nos moyens, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. La politique de nos moyens, c'est quoi? C'est la bonne démocratie. Ce n'est pas... C'est la bonne démocratie. Parce que lorsqu'il y a une bonne démocratie, ça permet d'essayer chaque valeur. Et plus on gère le pays, plus on a la possibilité de s'affranchir. Parce que, quoi qu'on dise, la lutte à travers le monde, c'est une lutte économique. Les militaires ne viennent que renforcer, je vais dire que quoi, ne viennent que sauvegarder l'intérêt économique que les puissances à travers le monde se baladent pour chercher. Donc ce que je veux dire, c'est que nous devons, en tant qu'Africains, réfléchir comment faire pour s'affranchir de la colonisation. Parce que si on lance simplement des slogans d'affranchissement sans avoir la politique de nos moyens, ça serait juste un épiphénomène, puisque ça va nous rattraper tout de suite le lendemain. Et moi, je comprends pourquoi le RDPC a du mal à accepter ce qui se passe au Mali, parce qu'il craint que ça peut se passer au Cameroun. Mais ce que je veux lui dire, c'est qu'il faut qu'il sache que le Mali était déjà au bord de l'explosion. Il manquait que Bamako à certains moments. Les djihadistes venaient même frapper sur Bamako. Et les militaires, à certains moments, se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on rétablisse l'ordre avant de donner aux civils. La preuve, ils ont donné une date ferme pour remettre le pouvoir aux civils. Mais attendez, vous pensez que quand les djihadistes viennent déjà frapper à Bamako, sous le regard des civils, comme vous avez dit, et qu'il n'y a pas la réaction, ou bien que la gestion n'est pas... On a suivi les témoignages des soldats maliens où ils disaient qu'il y en avait qui faisaient deux jours au front sans avoir de munitions. Mais c'était très grave. Et en tant que militaire, quand vous n'avez pas de munitions, vous êtes un homme mort. Parce que même celui qui a la machette peut vous décapiter. Moi, je pense que c'est ça qui a motivé le colonel Goïta à prendre le pouvoir, à rétablir l'ordre constitutionnel et de redonner le pouvoir aux civils. Seulement, il faudrait que le peuple malien soit vigilant et accompagne le président dans cette transition. Nous ne disons pas qu'on encourage le coup d'État, mais moi je dis ce qu'ils sont en train de faire est salutaire pour le pays. Et Colin Sowantran nous a d'ailleurs montré les images de cette forte mobilisation du côté du Mali depuis la semaine dernière. Et quand la CEDEAO, Jean-François Sali, en disant « Ok, vous avez donné une date pour la transition », c'est quand même la CEDEAO. Ça veut dire que pour le moment, il y a ce gouvernement de transition qui a accepté et le processus qui est enclenché. On ne va pas du jour au lendemain, comme vous le disiez tout à l'heure, exiger un départ brusque de cette junte, puisque c'est la France qui qualifie d'ailleurs ce genre de junte, et que pareil, c'est devenu un ping-pong. Donc ce gouvernement de transition-là a quand même donné un timing précis. Donc ça veut dire que tout est structuré, c'est juste amener toute l'Afrique entière de pouvoir être indépendante et amener tous les pays de la CEDEAO à prendre leur destin en main et ne plus rester à attendre la France, puisque cette France-là aujourd'hui riche comme elle est, sa richesse vient de l'Afrique. À vous entendre parler, je comprends que nous n'avons vraiment pas la même vision des choses. Je vous pose des questions. Je vous dis, le plus important, n'est-ce pas, c'est le bien-être du peuple. Et actuellement, les mesures seront prises contre le Mali. Le président malien, par intérim, ne va jamais souffrir, encore moins les dirigeants maliens actuels. Mais c'est le peuple. Et c'est pour ça, vous croyez que la France... Vous avez vu ce peuple souriant là? Vous avez vu que c'est un peuple qui a un problème avec son gouvernement de transition? Je vous dis, le peuple est comme ça. On a toujours vu le peuple en côté aller applaudir pour je ne sais quoi. Non, attendez, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire que mon véritable problème, je ne suis pas en train de créer la diversion. Je vous dis tout simplement que je ne m'accommode pas au langage malien. Parce que je suis dans un pays où les militaires accompagnent le politique à mieux gérer le pays. Et le Mali se trouve dans une posture où les militaires ont pris le pouvoir, ont laissé l'homme politique sur le carreau et rejettent par la suite la communauté internationale. J'en appelle donc
Et comme je connais les répercussions, on dit souvent chez nous, quand les deux éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui souffrent. C'est un dicton de chez moi. Mais le président a dit, si on veut le citer, à menace globale, riposte globale. Là, c'est un pays qui est menacé par le terrorisme, la criminalité. Donc il faudrait qu'il y ait une réponse globale. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, lorsque je veux le bien-être de mes populations, et que je constate que nous avons un ennemi en face qui est plus fort que nous, parce que nous allons faire tout ce que nous allons dire ici, mais la France reste supérieure. Et en quoi la France est supérieure? Attendez, je voudrais rappeler que dans les relations internationales, ce qui prime, c'est le profit. Si c'est aujourd'hui que le Mali vient comprendre que la France est en position de recherche du profit, ça veut dire que le Mali a tellement dormi. Je voudrais vous dire clairement que je demande, moi, en ma posture d'homme politique, je demande aux militaires maliens de remettre le pouvoir, de se placer derrière l'homme politique. Mais ils ont dit que ce sera le 26 et mars d'accompagner maintenant les décisions politiques. Et d'accompagner maintenant, le Mali est actuellement à 5 coups d'État. Et nous n'avons pas vu la suite. Nous n'avons vu que de la souffrance au Mali. Je voudrais dire, et tout ça pourquoi? C'est les appétits du pouvoir. Même ceux dont vous voyez là, ils sont sur la posture des hommes en tenue, mais ils ont l'appétit du pouvoir. Or, attendez, quand ils ont dans cette posture-là, qui souffre, c'est le peuple. Voilà, je lisais une décision. Attendez, je lisais une décision tout à l'heure du Niger qui décide que le pétrole ne transite plus par chez eux. Donc, ils ont coupé le pétrole au Mali. Ils ont connu pire que ça. Attendez, ils ont coupé le pétrole au Mali, sauf à la MINUSCA. Vous savez que c'est le peuple qui va souffrir. Et nous ne savons pas, demain, d'autres décisions viendront de la Côte d'Ivoire. Mais ces pays sont déjà sous la menace de la CEDEAO depuis plusieurs années. C'est pour dire que, et je voudrais permettez quand même que je rappelle au professeur, au docteur Philémon, qu'il a cité actuellement John Adam. Et j'ai été sidéré comme professeur, un docteur, dise que le multipartisme et la liberté d'expression ne sont pas les piliers de la politique. Je n'ai pas parlé de la liberté d'expression. Vous avez parlé... J'ai dit que... Suivez. Oui. J'ai dit... C'est pas l'élection qui fait la démocratie. Oui. Si oui, l'Union soviétique serait le multipartisme qui fait la démocratie. Et ce n'est pas le multipartisme qui fait la démocratie. Sinon, le Cameroun serait la première puissance démocratique. Ça veut dire que vous parlez donc d'autre chose que la démocratie. Parce que j'ai dit que ce qui fait la démocratie. Suivez, monsieur. Ce que vous citez là sont les piliers de la démocratie. Ce qui fait la démocratie, c'est l'identité de l'objet et du sujet. Est-ce que le peuple se reconnaît dans le pouvoir? Ce n'est écrit nulle part dans la définition de la démocratie et ses piliers. Ce n'est écrit nulle part. Ce que vous dites là, c'est... Non, ça veut dire donc qu'il est dans la démocratie, dans d'autres expressions, et non la démocratie. La démocratie a ses 5 piliers que tout le monde connaît. Terminé. Ça, c'est les piliers qu'on rappeler. Comme nous sommes là, vous dites que tout le monde n'a pas voté un président. Ça veut dire qu'il n'est pas président. Vous confondez donc la légitimité... On appelle ça l'erreur d'amalgamation. Non, vous confondez... Attendez, c'est l'erreur d'amalgamation. Vous confondez donc la légitimité... Vous confondez la légitimité à la légalité. Vous comprenez, non? Le président qui n'est pas voté par tout le monde... Jean-François, vous êtes déjà autre chose, s'il vous plaît. Mais n'est pas légitime. Il faut quand même que je réponde... S'il vous plaît, Jean-François, on se calme sur ce plateau, s'il vous plaît. Jean-François, vous êtes calme sur le plateau. Permettez quand même que je revienne. J'ai essayé d'apporter quelques arguments à terminez donc en quelques mots. Et j'ai pris quelques notes pour rappeler au docteur Philémon que lorsqu'il cite que tout le monde qui arrive au pouvoir par tout le peuple n'est pas un président. Je voudrais lui dire qu'il confond la légitimité à la légalité. Non, ce n'est pas ce sont ses propos, il est encore sur ce plateau. Oui, je paraphrase ses propos. Non, vous ne pouvez pas paraphraser quelqu'un qui est sur ce plateau. Non, s'il vous plaît, c'est bon. C'est bon. Alors, docteur Philémon, il y a un distinguo. Quand vous avez un docteur sur le plateau, n'est-ce pas? Lisez entre les lignes. Jean-François, il peut exprimer... Non, Jean-François, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux pas laisser qui cite John Adam. Alors que moi j'ai Abraham Lincoln. C'est son argumentaire. Il faut respecter son point de vue. Je reviens donc sur son argumentaire. Non, s'il vous plaît. C'est bon. Il a cité John Adams, mais s'il revient sur Abraham Lincoln, il verra que Abraham Lincoln a parfaitement raison sur ce que je dis. Vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît, sur ce plateau. Il s'agit de respecter les points de vue des uns et des autres et pouvoir les démonter avec les arguments. Ce n'est pas une de la diversion sur ce plateau. Puisque je n'ai pas le temps pour mieux répondre. Non, c'est bon. C'est compris. Je vais repréciser l'idée. Je ne veux pas d'amalgame. Non, on l'a compris déjà. Je n'ai pas assez de temps pour répondre. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-François, c'est compris. Laissez maintenant quelqu'un d'autre.
Merci Colin Souanchouan. Le temps pour les esprits surchauffés sur ce plateau de se calmer pour qu'on aille avec Philémon sur la suite de ce programme. Maintenant qu'il y a ce message qui a été lu aux Nations Unies, il y a des approbations ou pas de cette manière de sortir-là des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire aujourd'hui pour que tous les pays africains puissent sortir finalement de cette joute de l'Occident pour être des véritables pays indépendants? À mon sens, il y a deux choses à faire. La toute première, c'est ce qu'a fait l'Occident pour venir coloniser l'Afrique. Pour venir coloniser l'Afrique, l'Occident a fait Berlin. Berlin, c'est le regroupement de toutes les puissances coloniales pour venir envahir la plus belle, la mère Afrique. Mais les Africains doivent répondre de la même manière. Si vous voulez vous libérer, tendez vers l'Union. C'est pour ça qu'on prêche l'avènement des États-Unis d'Afrique, n'est-ce pas? Tel que voulu par Kadhafi d'ailleurs. Tel que voulu par Kadhafi et soutenu d'ailleurs par le président Biya. Je ne sais pas pourquoi il vocifère contre moi. Je ne sais pas contre le président Biya, monsieur. Non, allez, si c'est bien compris. Poursuivez pour terminer. Parce qu'on a quelques minutes pour faire le tour de table. Les Africains doivent donc s'unir, n'est-ce pas, tendre vers l'État fédéral africain. Pourquoi? Parce que cet État aura un PIB supérieur au PIB de la France, une puissance militaire supérieure à la puissance militaire de la France, une dette inférieure à la dette de la France et des richesses supérieures aux richesses de la France. La France ne pourra plus rien. C'est pour ça que dès que l'idée a germé, on a coupé la tête de Kadhafi. La deuxième des choses, c'est que pour sortir d'une domination, des systèmes de domination, on ne sort pas avec le bavardage. Ces gens produisent des connaissances. Nous devons produire des connaissances. Ils produisent des idéologies. Nous devons produire des idéologies. Ils mettent sur pied des institutions qui accompagnent tout le système de développement. Nous devons mettre sur pied des institutions solides pour aller vers la libération. D'accord. Alors, Abel Hubert, Jean-François évoquait tout à l'heure le fait de remettre le pouvoir aux civils, sauf que en ramenant cela avec le Cameroun, sauf que jusqu'à présent, il n'y a pas une position officielle du gouvernement camerounais sur tout ce qui se passe dans la sous-région, mais toujours est-il que les combats restent les mêmes, c'est-à-dire que le bien-être des populations, assurer la cohésion sociale, la paix dans la sous-région. Oui, mais je pense que pour rester fidèle à la thématique qui nous réunit, je pense qu'il faut que nous mettions la focale sur deux principaux concepts. Celui de la légitimité et de la légitimation, et avant celui-là, le concept du discours. Et je profite donc pour revenir un peu sur cette question du discours comme étant une ressource de politique étrangère. Parce que l'on voudra bien, on veut bien, nous voulons tous que les États africains deviennent vraiment indépendants, mais laissez-moi vous dire que quels que soient les actes qui seront posés, si ces actes ne sont pas accompagnés, appuyés un peu par un comme discours, la CEDEAO aussi, comme un organisme. Par un discours qui permet donc de légitimer les politiques, ces conduites étrangères-là, eh bien, ce sera, ça risque d'être lettre morte. Donc, le discours est important. Le discours est une occurrence très importante en matière de relations internationales, en matière de politique étrangère. C'est à partir du discours et à travers le discours que l'on construit, que l'on structure la politique étrangère des États. Je vais donc faire une petite parenthèse pour vous inviter à vous procurer cet ouvrage. Le discours en relations internationales, sous la direction de Guillaume Ekambi Dibongué, préparé par l'ensemble des têtes pensantes de l'université de Douala. Précisément du département de sciences politiques de l'université de Douala. Donc, c'est en lisant cet ouvrage, vous allez retrouver réponse à toutes les questions que soulève la thématique de ce soir. Comment est-ce que le discours peut être utilisé, comment est-ce que le discours peut être mobilisé pour agir de façon efficiente sur la scène internationale. D'accord. Serge, ça se passe au Mali. Des choses pourraient se retrouver dans la sous-région. Qu'est-ce qu'un pays comme le Cameroun pourrait tirer de ce qui s'est passé à l'ONU? Le Cameroun doit repenser sa façon de se gérer. Le Cameroun doit se réconcilier avec son histoire. Le Cameroun doit régler ses conflits parce que si nous voulons avancer, faire front contre l'impérialisme, il faut d'abord résoudre les problèmes internes. Tout à l'heure, le docteur parlait, il a parlé de la guerre du Nozo, disant que c'est une guerre imposée. Bon, pour moi, c'est une guerre
qui est naturel lié au malentendu des On peut Camerounais. se fier quand même aussi à la sortie de l'ambassadeur. Bon, de toutes les façons, des États-Unis au Cameroun. la guerre dans tout pays suscite toujours des prises de position de la diplomatie en général. Donc, il faut que les Camerounais se réconcilient et imposent une bonne démocratie. Parce que tant que nous n'avons pas une démocratie, parce que le RDPC a du mal quand on définit la démocratie au sens objectif, tant que nous n'avons pas une bonne démocratie, nous pouvons avoir des leçons de ce que le colonel a dit, mais nous n'irons pas loin. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Il faut qu'on fait une réforme. Parce que si vous regardez notre constitution, qui est notre loi fondamentale, elle nous a été proposée par quelqu'un. Les Camerounais ne sont jamais assis dans ce pays pour réfléchir sur notre loi fondamentale en tenant compte des réalités des uns et des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Cameroun doit s'inspirer de ça afin de pouvoir s'émanciper politiquement. Jean-François, ce qui se passe chez le voisin pourrait se passer chez nous. Donc, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé à l'ONU pour pouvoir mieux préparer. Surtout que le Cameroun est en phase de transition. Donc, tout pourrait arriver, même si on ne souhaite pas. C'est le temps de regarder ce qui se passe chez le voisin et de pouvoir prévenir chez nous. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce qui se passe au Tchad depuis des années ne s'est jamais passé au Cameroun. Sauf qu'on partage les mêmes problèmes avec la frontière, hein, que ce soit au Tchad, la RCA, on partage les mêmes problèmes de terrorisme, de criminalité transfrontalière, on a les mêmes problèmes. Oui, je dirais que les Camerounais sont assez mûrs pour penser que la guerre peut résoudre nos problèmes. Et vous allez me dire par exemple que ce qui se passe au Nozo, mais je vous dirais que c'est des bandits qui sont en train de manifester là-bas. Je sais de quoi je parle. Un Camerounais ne peut pas prendre les armes contre un Camerounais. Donc, j'avais juste une petite leçon que j'ai tirée du Mali et un message que je voudrais renvoyer aux Maliens. En tant que panafricaniste, je suis totalement d'accord avec le discours du colonel Maïga parce que ce discours fait revivre l'Afrique, fait penser que l'Afrique a aussi un mot à dire sur la scène internationale. En tant que socialiste, je voudrais aussi rappeler les Maliens qui pensent aux Maliens qui peuvent souffrir lorsque les combats sont menés. Il faut plutôt solliciter l'arrangement par la démocratie, par la diplomatie. Et en tant qu'homme politique, je voudrais demander au peuple, aux militaires maliens de remettre le pouvoir à l'homme politique. C'est très bien compris. Pour finir, je voudrais me vanter d'être quand même sur un plateau en tant que employé de l'université de Douala avec deux éminents docteurs qui tiennent de l'argumentaire. Et je tire aussi un coup de chapeau au professeur Magloire Ondoa qui les encadre. D'accord, merci beaucoup. Notre souhait justement que l'Afrique puisse reprendre le pouvoir et reste quand même un continent indépendant et qu'on ne soit plus sous le diktat des pays européens, même si la coopération doit continuer. On est dans un village planétaire, donc on va suivre cette actualité dans les sessions d'information sur Canal 2 International. Je tiens à dire merci à Jean-François Eyenga en politique de votre disponibilité. Docteur Philémon Moubeke Aboussi, merci de votre disponibilité. Docteur Abel Hubert Bakwarak, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Serge Youmbi, homme politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ça a été un plaisir, messieurs, d'être avec vous. Merci pour l'expertise venue de l'université de Douala. On a des brillants universitaires au Cameroun pour qu'à la fin d'un débat puisse jaillir la lumière. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir regardés. Demain, c'est Janice Kamga qui prend le relais à partir de Yaoundé avec une autre thématique. Je vous reviens jeudi, ce sera la journée mondiale du cœur. On aura des cardiologues sur ce plateau pour évoquer cette problématique-là. Juste derrière, c'est le 19h50 avec Alain Ghislain Kanga. Merci Colin Sowonchuan et toute l'équipe technique dirigée donc par toute cette équipe-là que nous avons sur ce plateau. Le temps pour moi de dire merci à Duclerc qui est du côté de la caméra et Cyril Le Kayak de l'autre côté. Ça a été un plaisir. Je vous retrouve donc jeudi prochain. Bonsoir.